Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Génération Sidechick. Et cette semaine, on parle d'un sujet assez, je vais dire, pointu. Je dois avouer que j'étais un petit peu stressée d'en parler, soit la cancel culture. Parce que dans les dernières années, il y a eu énormément de changements au niveau de nos paradigmes et voire même notre façon de réfléchir du côté socio-culturel. Et ça en est découlé plusieurs mouvements, soit le Black Lives Matter, il y a eu également la vague de dénonciation, mais surtout une chose qui est rendue assez trendy, c'est la cancel culture. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en parler en large avec Judith Lucier, qui est une journaliste et qui a justement écrit un livre à ce sujet, soit annulé. Donc, je suis vraiment contente de la recevoir. Et ce, avec deux acolytes Génération Sidechick, soit Trudy Simoneau ainsi que Anne Lovely. Puis parce que c'est un sujet un peu piquant, pourquoi pas commencer avec un shot piquant de Dose Juice Ginger Curcuma. Oui, je viens de faire une plug commerciale. C'est un shot, en fait, que je prends depuis quelques semaines déjà à tous les matins. Ça aide vraiment à renforcer le système immunitaire, à le soutenir, mais également aide à la digestion puis donne un petit pep d'énergie. Donc, parce que ça marche avec mon chandail, je vais en prendre un avec vous aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment piquant. Oh mon Dieu, j'ai plein de bave dans la bouche. C'est quand même bon, par exemple, on va se le dire. Fait que là, je vais vraiment être d'attaque pour parler de cancel culture. Mais aussi, j'ai vraiment de la misère. Il y a la minute Clarins. Et question d'adoucir le tout, je vais parler du double sérum. Que vous connaissez sans doute, en fait, j'en ai parlé souvent dans le podcast, mais là, avec la température qui tente à changer un petit peu présentement, le double sérum Clarins, j'ai vraiment plein de bave à cause du shot de Dose. Merci, Dose. Le double sérum de Clarins aide vraiment à prévenir les premiers signes de l'âge. Ça aide vraiment à rendre la peau plus lisse, plus douce, atténue les petites ridules. Et ce qui est le fun, c'est que la composition, c'est nouveau. La composition est hyper fluide. Donc, c'est vraiment un produit qui se met facilement le matin avant la crème hydratante ou au coucher, avant la crème de nuit. C'est un produit que j'adore et que je conseille à tout le monde. Puis je vais continuer à avaler mon shot de Dose pendant qu'on se dirige pour aller rejoindre nos invités. Double sérum disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Allô les filles! Hello! Comment ça va? Hello, ça va bien, toi? Yes! Ouais, c'est ton premier enregistrement avec moi. Oui. En fait, j'avais été à la place de Judith. Exactement. Mais là, pour vrai, comme sidechick invité, c'est ma première fois, fait que je suis bien énervée. Yeah! J'ai vraiment hâte. Merci Judith de t'être déplacée dans notre salon, notre beau Ça salon. fait vraiment plaisir. Je Je me sens vraiment bien. C'est un beau setup, j'adore. Merci. Ça va venir aussi un peu calmer, en fait, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même prenant, on va le dire. Puis toi, en plus, t'as voulu écrire un livre là-dessus. Je sais pas comment t'as fait. Oui, mais c'est ça que je racontais aux filles quand je suis rentrée dans le studio. C'est vraiment un livre qui a été stressant à écrire. Ah, c'est clair. La cancel culture, c'est un sujet qui est touché, sur lequel on a de la difficulté à se positionner parce qu'on a l'impression que c'est tout noir ou tout blanc, puis que si on dit une chose, on peut être soi-même cancellé ou que c'est super, comme on a l'impression de marcher sur des œufs. Mais moi, j'ai décidé d'accueillir le fait que c'est peut-être pas aussi tout noir ou tout blanc qu'on pense. Ça peut être en teinte de gris. On n'est pas obligé d'avoir une réponse arrêtée sur ce phénomène-là. Premièrement, parce que c'est tellement du cas par cas. Tu sais, chaque situation est différente. Il y a des choses qui sont sur la limite de l'acceptable. Il y a des choses qui sont vraiment inacceptables, qu'on veut vraiment pouvoir dénoncer. Puis en même temps, quand il y a ces épisodes de cancellation, il y a quelque chose qu'on perd parce qu'il y a des individus qui, au lieu, mettons, de pouvoir apprendre de leurs erreurs, sont
éradiquer de la société. Tu sais, ça peut être très, très, très violent. Tellement violent. Mais est-ce que c'est parce que tu as côtoyé quelqu'un qui l'a subi que ça t'a donné envie d'écrire à ce sujet-là? Ben moi, j'avais écrit en 2019 « On peut plus rien dire », qui était un livre sur les militants sur les réseaux sociaux. Puis ça avait quand même un peu de lien avec ça, parce que souvent, on le sait bien, les militants sur les réseaux sociaux peuvent être assez revendicateurs, puis se mettre en meute aussi, puis finir par donner ce résultat-là, qui est la cancel culture. Donc, il y a plusieurs médias qui m'appelaient à chaque fois qu'il y avait des cas de cancel culture. Par exemple, Marie-Pierre Morin, par exemple, Julien Lacroix, par exemple, pas Safia Nolin, mais quand Safia Nolin a dénoncé Marie-Pierre. Et moi, à chaque fois que les médias m'appelaient, quand je me trouvais pas bonne en entrevue, je trouvais que j'hésitais, je trouvais que c'était pas clair mes idées. Puis j'ai parlé avec mon éditeur, puis j'ai dit je pense que je veux rééditer, on peut plus rien dire, je veux rajouter des affaires, je veux repenser tout ça. Puis il m'a dit écris un nouveau livre. Écris un nouveau livre, puis rapidement c'est devenu clair que le sujet c'était la cancel culture. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où? Comment on en est venu à ça? Pourquoi on a l'impression... Tu sais, on n'a jamais autant pu s'exprimer dans la vie. T'sais, on a toutes les tribunes pour le faire, mais on n'a jamais eu autant peur de le faire. J'aime qu'Anne est en train de rouler les yeux. Elle dit oui, c'est lourd, il faut tout le temps que je m'exprime. Non, mais il faut toujours faire attention en s'exprimant aussi. Honnêtement, j'arrête pas de dire parler jamais été aussi anxiogène. Ben, c'est ça. Mais l'affaire, mais je vous disais, les filles, là, avant que je dise t'arrives, j'étais comme... Pour vrai, je me sens mal à l'aise de parler de cancel culture parce que je sais pas où vraiment je me situe là-dedans. Honnêtement, moi non plus. On est tous un peu dans le même bateau. Sauf toi. Mais juste toi, nous éclairer, peut-être, même malgré ça. Moi, je vous inviterais vraiment à accueillir le fait qu'il n'y a pas de réponse claire. Ça dépend vraiment. Il faut vraiment se refaire une tête à chaque fois. C'est peut-être ça qui est épuisant et qui est gossant en même temps. Mais j'ai fini par accueillir le fait que, hey, c'est ça, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas d'un côté les bons puis d'un côté les méchants, parce que c'est souvent ça que ça génère, la cancel culture. Ça génère des clans. C'est vrai, ça divise. On a plein d'exemples ben oui, ça divise. On a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Un exemple que j'aime beaucoup, j'aurais aimé mieux que tout ça n'arrive pas, mais... Safia Nolin, Marie-Pierre Morin, on a chacun nos sensibilités. Tu sais, peut-être que t'es amie avec Marie-Pierre Morin puis tu fais comme, hey, c'est exagéré le traitement qu'elle a subi pour les gestes qu'elle a commis, mais peut-être que tu es plus empathique envers Safia Nolin, puis tu te dis, puis Safia Nolin qui a dénoncé Marie-Pierre Morin a aussi subi la forme de cancel culture. Ben oui, mais moi... Non, choisis, c'est lequel ton T-shirt? Safia ou MP? C'est ça. Non, mais pour vrai, j'ai une partie de moi en avoir... Tu sais, moi, j'ai tout... Tu sais, là, en tant que journaliste, on essaie de tout éplucher, de tout voir ce qui se passe, de regarder les réactions de l'un, de l'autre, puis honnêtement, moi, pour avoir interviewé Safia d'un côté, puis pour avoir interviewé Marie-Pierre, pour connaître un peu les deux personnages publics, je les connais pas de façon personnelle. Tout à fait. Je savais pas vraiment... Parce que je trouvais ça vraiment répugnant de savoir que tu peux user d'une violence envers quelqu'un, puis les propos racistes, c'est moi le raciste, je veux dire, c'est mon cheval de bataille, tu comprends? Fait que j'étais comme, voyons donc, mais en même temps, je voyais tout ce qui se passait de l'autre côté. Pour Marie-Pierre Morin, j'étais comme, est-ce qu'elle a le droit à ce tribunal, cette croix qu'on lui met dans son cercueil social, tu comprends? Je savais pas où me situer. Honnêtement, je vais être vraiment très honnête. Puis on peut juste considérer que c'est deux humains. Et qu'on est tous aussi des humains qui avons réagi avec nos sensibilités. Marie-Pierre, évidemment, a fait des erreurs. Safia, je pense que c'était légitime de sa part de dénoncer les comportements de Marie-Pierre Morin, d'autant plus qu'on a su par la suite que c'était pas des cas isolés. Donc, ça méritait d'être dénoncé. Après ça, les conséquences que Marie-Pierre a subies de cette dénonciation-là sont à détacher, selon moi, de Safia Nolin, dans le sens que c'est pas à cause de Safia Nolin que Marie-Pierre a perdu ses contrats. C'est super intéressant parce que les gens se sont acharnés après ça sur Safia, puis c'est comme, c'est à cause de toi, sa carrière. Je dis, non, attendez, là. Des entreprises, c'est purement marketing-wise, puis en tant qu'entrepreneur, je ferais la même affaire.
je ne mettrai jamais mon entreprise dans une situation à risque aux dépens de quelqu'un puis de vouloir maintenir une relation avec quelqu'un qui est aussi délicate que de la violence. Jamais je pourrais faire ça. Je trouve que ce serait respectueux envers ma tribune, envers vous, envers plein de monde dans ce cas-ci. Vous êtes dans le marketing d'influence, vous savez à quel point l'image est importante. Je me suis pas sentie interpellée, mais je suis comme oui, les filles. Je sais pas ce que je fais dans la vie, moi, maintenant. Depuis que j'ai perdu ma job en 2020, je le sais plus maintenant. Mais en même temps, c'est pas la même chose. Je pense que n'importe qui tire des avantages d'avoir plus que 5 000 abonnés sur Instagram, c'est une façon de voir. C'est une marche. Le marketing d'influence, c'est basé sur les images de chaque personne. Puis si l'image est plus aussi attrayante, exact, c'est ça qu'on vend, tu sais. C'est ça. Fait que, non, effectivement, Safia, je trouve qu'elle a eu le dos large en tabarnouche là-dessus parce que c'est comme si c'était tout de sa faute. Non, tu sais, les entreprises sont responsables de leurs propres décisions. C'est pas à elles à subir les conséquences. Puis comme elle disait elle-même, c'est un peu fait cancel avec tout ça, tu sais. Oui, puis il y a eu tellement d'acharnement médiatique sur son cas. Il y a des chroniqueurs qui s'en donnent à cœur joie là, tout le temps d'écrire des chroniques contre elle parce que c'est payant. Mais pourquoi? Je suis curieuse de savoir parce que là, les deux, vous avez le même domaine, le même travail. Oui. Comment se fait-il, surtout à l'heure d'aujourd'hui, que des chroniqueurs, des journalistes s'acharnent sur une personne et se permettent de le faire autant? C'est de l'intimidation pure et dure. Là. Honnêtement, moi, Anne-Levie Étienne, je suis incapable de faire ça. Et j'ai moi-même écrit une chronique sur le fait que, parce que Marie-Pierre Morin est, en fait, Charles Lafortune est allé à la Tour, l'émission de Patrick Huard. Et c'était à l'époque où il avait cautionné, en fait, Marie-Pierre et qui disait que c'est correct. Il l'avait réembauché pour l'affaire, puis il avait justifié sa décision. Ça avait fait une grosse affaire. Puis moi, en tant que chroniqueuse, je m'étais dit, la deuxième chance existe. Si on est capable de le faire à des pédophiles, à des gens qui vont en prison là, pour des crimes graves. Tu sais, je me suis dit... Moi, j'apporte une nuance à ça. Je suis vraiment d'accord avec la rédemption, la deuxième chance. Par contre, je trouve qu'être dans la lumière, être une star, être une vedette, c'est un méga privilège. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si on a d'emblée droit à une deuxième chance sous les projecteurs. Pour moi, c'est la nuance que j'apporterais. Je me souviens de Gilbert Rozon, moi, quand j'étais ado, il avait été condamné. Là. Il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Puis je me souviens, comme un an plus tard, il retournait sous les projecteurs comme si de rien n'était. Puis moi, à 15 ans, je trouvais ça étrange. J'étais comme, hey, lui, il a été pas fin avec les madames. Comment ça se fait qu'il revient, qu'on peut l'aduler encore? Parce que, tu sais, être une star, c'est être adulé, c'est être mis sur un piédestal. Mais pour revenir à ta question de l'acharnement médiatique, là, pour de vrai, moi, je pense qu'il y a un problème de déontologie très sérieux puis qui devrait être vraiment... moi, je pense que c'est une question de génération. C'est plate, là. Je trouve que professionnellement, moi, j'endosserais jamais ça. Je comprends même pas pourquoi leurs patrons leur permettent... Je ne nommerai pas les chroniqueurs en question, mais je comprends même pas pourquoi les patrons leur disent pas... moi, je peux te le dire, ça vend. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça tu fais partie de l'empire puis du côté du côté marketing. Oui, puis en même temps, ça aussi, c'est une autre chose que tu expliques très bien dans ton livre. Tu sais, tous les algorithmes mettent de l'avant tous ces articles-là, le sensationnalisme, effectivement, tout ce qui est provocateur, qui génère des émotions souvent d'autant plus négatives. C'est ces articles-là qu'on va retrouver en première dans notre feed parce que les algorithmes veulent des clics, veulent des views, puis c'est ça qui est rentable pour la plateforme. C'est comme des bébites à sucre, là, mais le sucre, c'est le scandale, c'est la division. Exactement. Les algorithmes sont... Plus une nouvelle est controversée, plus elle est partagée. Puis, en fait, moins elle est factuelle, plus elle va générer d'émotions. Plus on enlève des nuances, plus elle génère de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative. Puis là, ça devient comme une espèce de fuel, puis ça part. Puis c'est ça qui fait que c'est viral. Mais est-ce qu'on est capable de nuances? Oui, mais c'est pas payant. C'est ça l'affaire. Moins de clics, c'est vrai. C'est pas payant. T'as raison, c'est pas payant. C'est dommage que ce soit de même, mais je veux dire, c'est pas payant pour l'algorithme, c'est pas payant pour le marketing, c'est pas payant pour les ventes de placements publicitaires.
sais, on se demande comment ça se fait qu'on parle encore de James William Awad. Comment ça se fait qu'il est encore à tous les jours dans les médias? Mais parce que ça génère de l'intérêt. C'est nous, là. C'est nous, les lecteurs. On dit, moi, je plaide coupable. Là. Je l'ai tout suivi, le scandale. J'étais complètement craquée là-dessus. Je voulais tout voir. Je voulais rien manquer, tu sais. Ça a été super payant. Puis les gens, ils savent, tu sais. Ils disent, ça a full marché. Je vais leur en redonner, tu sais. C'est l'algorithme, mais c'est aussi les individus. C'est les individus. Puis en même temps, il y a comme cette espèce de... Je toujours, parce que moi, j'étais en voyage à ce moment-là, de l'autre côté du Mexique. Et quand je suis revenue, puis tu sais, en plus, en tout cas, ma famille savait très bien que c'était pas mon genre de destination et de crew, là. C'est comme, t'étais-tu avec eux? Puis là, je suis comme, de quoi tu parles? Tu sais, j'étais pas encore au courant, j'étais en vacances. C'est comme là. Littéralement. Okay. Toi, t'avais décroché, là. Oui, mais pour de vrai, moi, j'étais du côté zen du pays. Tu sais, j'étais allée faire du surf puis la méditation. J'étais pas dans le même vibe. Puis là, tout le monde en parlait. Puis il était quasiment fâché que je m'y attarde pas. J'étais comme, OK, mais voyons, Cathy. Tout le monde en parle. Là, ça devient une frustration. Là, tu es un exclu de la société. En ce moment, tu prends pas parti. Je veux que tu te positionnes par rapport à cette situation-là. Je veux que tu me dises si tu connais des gens à bord, quel genre de trucs as-tu vécu. Les gens se nourrissent. C'est un carburant, là. Mais je trouve ça toxique. C'est vraiment toxique. C'est toxique, on va se le dire. C'est d'autant plus toxique quand ça nous amène à forcer les gens à se situer par rapport à ces enjeux-là. Tu sais, on va prendre je vais reprendre encore la question de Safia Nolin puis Pierre Morin, parce que je me sens à l'aise, puis je sens que c'est on pas... le sait que c'est ton exemple préféré. Non, mais il y a des terrains plus glissants en ce moment, mais mettons, tu sais, je veux dire, c'est sûr que on va appeler les gens à se positionner, puis souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens dire « Hey, t'es encore ami avec cette personne-là, comment ça se fait? » Puis ils vont te demander de te justifier. Ça, je pense il serait temps qu'on dise non, moi, je ne gère pas ma vie comme ça, je ne gère pas mes réseaux sociaux comme ça. Il y a différentes raisons pour lesquelles je reste en contact Facebook. Parce que ça peut vouloir dire n'importe quoi, être ami sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, tu sais. Moi, Julien Lacroix, par exemple, j'ai travaillé avec lui. On n'est pas des amis proches, mais on s'est côtoyés dans la vraie vie. Quand... Il a affirmé que l'alcool avait joué un grand rôle dans ses relations toxiques avec les femmes. Sans être complètement d'accord avec lui, je pense qu'il avait tendance à beaucoup diminuer sa responsabilité puis à minimiser ses torts. Mais je voulais saluer la démarche parce que je suis sensible à la démarche de quelqu'un qui se reprend en main, qui décide de cesser de boire. Pour moi, c'est un signe de... j'avance vers quelque chose. Je reconnais que j'ai eu des fautes. Exact. Moi, je veux saluer ça. Cela dit, quand la féministe Judith Lucier like quelque chose sur le statut d'un gars qui a été accusé d'agression sexuelle, ça donne un autre message que n'importe qui d'autre. C'est comme si c'était une grosse caution morale. Alors que, moi, ce que je veux dire, c'est « Hey, mon ami, je t'appuie dans cette démarche-là. » Fait que c'est ça aussi. C'est tellement complexe. On fait porter, mettons, à un like qui est un petit signe super... subtil. Ça peut être fraction de seconde. Tu peux frôler. En fait, tu n'as peut-être même pas fait exprès. Exact. Puis ça peut vouloir dire 10 000 affaires. Puis la personne de l'autre côté de l'écran, elle va se dire... Judith Lucier, elle a liké ça, c'est wrong, c'est parce qu'elle appuie Julien Lacroix dans ça. Ou au contraire, la personne, elle peut être comme Judith a appuyé Julien, peut-être que moi, je devrais l'appuyer. Alors que, tu sais, c'est souvent... Puis j'en parle dans mon livre. La raison pour laquelle j'ai liké le statut de Julien Lacroix qui expliquait sa démarche avec l'alcool, je pense que je passe 2-3 pages. T'as-tu pensé à déliker? J'ai déliké. J'ai déliké, j'ai cédé au peer pressure parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Hey, qu'est-ce que t'es allé faire là? C'est-tu une erreur? Je veux juste valider comment ça se fait que t'as fait ça? » Puis il y a des gens qui me le reprochaient. Fait que mais j'ai reconnu que de ma part, ça envoie un drôle de message. C'est pas délicat, sachant que justement, t'as pas l'opportunité d'exprimer sur ta en 3 pages comme dans mon livre. Qu'est-ce que ça voulait dire quoi, ce petit emoji? Rendu là, envoyer un DM en privé, je pense. Exact. Tu sais, quand c'est des affaires délicates comme ça, je pense que tu peux envoyer un message puis dire « Hey, gars, bonne chance dans tes démarches. » Non, mais c'est intéressant pareil parce que c'est vrai que sans même envoyer un message, on va prendre pour acquis certaines choses puis on va se faire notre propre interprétation en voyant ça. Exact. Mais est-ce que tu croirais justement... Parce que moi, j'avais sorti cette chronique-là.
Puis justement, un peu comme toi, moi, la communauté noire était comme « What the F? » Tu comprends? En défense à Marie-Pierre Morin? Ben, oui, en défense à la deuxième chance. C'était pas à Marie-Pierre Morin, moi. Ouais. Moi, c'était vraiment genre... Moi, je crois que chaque être humain... Je suis sûre que Marie-Pierre Morin, tu lui demandes la question « Regrettes-tu tes agissements? » Je suis pas mal sûre qu'elle va dire oui. Après tout ce qu'elle a fait... Je pense qu'elle a un reboot de sa conscience. En tout cas, si elle l'a pas fait, girl, que Dieu soit avec toi. Mais... tu comprends ce que je veux dire? C'est que... Moi, je parlais vraiment de la deuxième chance en général. Mais comme tu dis, c'est un privilège d'être une personnalité publique. Puis soyons conscients de ce qu'on fait, puis agissons en conséquence. Une erreur de parcours, ceci dit, est-ce que tu es d'accord que ça peut arriver dans n'importe quel... Pour n'importe qui. C'est plus la fréquence dans ce cas-ci qui a été évoquée. Je pense que c'était justement... C'était pas un cas isolé, pas la première fois. C'était pas un cas isolé. Exact. C'est là que c'est fait, OK, tout le monde peut faire des erreurs. Oui, puis on peut s'échapper, dire une mauvaise chose. Ben oui, absolument. Puis c'est la raison aussi pour laquelle, quand j'écrivais le livre, j'avais chaud dans le dos, là, parce que je me disais... Tu sais, je suis pas à l'abri, moi, de mettre un pied dans la bouche. Puis Puis, tu sais, même, je regarderais des choses que je disais publiquement il y a 5 ans. Peut-être que je serais pas d'accord. Peut-être que, tu sais, ça se peut. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, même à Nobly, d'écrire des choses puis que la communauté noire soit comme, hey, c'est pas correct, qu'est-ce que tu as dit. Vraiment. Que t'es comme une mauvaise militante ou une mauvaise noire. Ça m'est arrivé. Dans ce cas-ci, justement, tu faisais appel que la communauté noire t'avait écrit par rapport à ça, mais je suis curieuse que tu finisses ta pensée. En fait, c'est moi qui t'ai coupé. C'est aucun problème, mais c'est que, en fait, tu sais, t'as des filles que je respecte beaucoup, que j'adore, qui m'ont demandé de faire une entrevue avec elles, justement, au cadre d'un podcast, qui m'ont dit, mais on comprend pas ta position. On sait que Marie-Pierre Morin a dit des choses hyper racistes. T'es une défendresse de, justement, tu cautionnes tout ce qui est pas correct envers la communauté noire. Enfin, qu'est-ce que tu essaies de dire? Puis là, j'étais là, oh my God. Écoutez, moi, là, c'était vraiment la deuxième chance. Parce que savez-vous quoi? Dans la communauté noire, quand on met le point sur quelqu'un qui a fait de quoi de pas correct, c'est facile, on lui lance toujours des tomates. Puis moi, je suis là, en arrière, à dire, attendez, ça arrive des erreurs. Tu sais, moi, c'est comme ça que je l'expliquais. Fait que, en tant que chroniqueur, là, honnêtement, je sais pas pour toi, Judith, là, mais moi, je suis toujours en train de marcher sur des œufs, mais je cautionne tout ce que je dis, par contre. Je suis complètement... je cherche un mot, là, mais j'affirme haut et fort ce que je dis. Ouais. Tu sais, je suis comme responsable de mes mots, j'assume. Voilà, j'assume ce que je dis. C'est à revenir, à t'excuser. Ça se peut, parce que c'est vrai, quand on est appelé à s'exprimer dans l'espace public, des fois... On manque de recul ou on va arriver avec... On n'a pas nécessairement toujours le temps de réfléchir non plus. Non, on est spontané, impulsif. On n'a pas tout le temps raison. Non, absolument pas. On n'a pas tout le temps de faire des recherches comme du monde. Là, Des fois, il y a une différence entre comme, ton élan premier, tu sais, genre, hey, je pense ça, hey, je suis pas d'accord avec ça. C'est vrai, ça. Et ce que, mettons, les connaissances que tu n'avais pas auraient pu t'instruire. Tu sais, moi, j'ai fait des erreurs. J'ai écrit, il y a quelques années, j'ai écrit en défense du blackface. Puis Imagine. Mais non. Attends, mais j'ai vraiment eu un journey. Okay, parce qu'au début, j'étais comme, hey, calmez-vous, là, les militants, de dire que le blackface, c'est pas correct. C'est il y a longtemps, là. C'est comme, il y a longtemps en année d'Internet, là, mettons, je sais pas, 2013. Puis là, tu sais, même que je m'en étais prise à une militante noire, puis tu sais, c'était pas correct ce que j'avais fait, parce que je l'avais... sur la sellette? Oui, avec ma plus grosse tribune, puis tu sais, j'avais sûrement envoyé... mis sur la sellette, là, mais envoyé sur des gens qui étaient pas d'accord avec elle, tu sais, puis tu sais, quelques années plus tard, force de parler avec des militants, de découvrir la nature, puis de lire aussi que je salue d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est du travail qu'ils ont fait bénévolement, qui m'ont expliqué, qui m'ont amené à comprendre pourquoi le blackface, c'était quelque chose d'extrêmement grave et raciste et insultant pour la communauté noire. Mais je me suis excusée et j'ai reconnu à quel point, premièrement, ma posture comme femme blanche m'avait empêchée de voir toutes les problématiques entourant ça. Mais le fait que tu reconnaisses déjà, c'est... T'sais, Louis Morissette avait fait la même chose aussi. Il avait été à Tout le monde en parle pour défendre le fait qu'il avait fait le blackface pour personnifier Piquet Souban à son bye-bye, vous vous souvenez? Puis il y avait les gens de la communauté noire qui étaient sur ce panel-là à Tout le monde en parle, dire mais voyons donc que tu
On a évolué. Oui, on a évolué collectivement sur ce sujet-là. C'est ça, tu sais. Même, tu sais, tantôt, tu donnais des exemples. Il faut permettre aux gens de s'éduquer. Oui, c'est ça. Il faut laisser la latitude. Puis, tu sais, ça fait partie. Puis là, je te regarde toi, là, parce que c'est une chose. Mais, tu sais, beaucoup, tu sais, justement, il y a des professeurs qui se sont fait congédier rapidement parce qu'ils ont utilisé le N-word. Puis. Mais ça, c'est à nuancer, par exemple. Parce que c'est très nuancé. En fait, c'est ce qu'on retient dans l'actualité, mais il n'y a personne qui a été renvoyé. Il y a un professeur d'école secondaire dans Montréal-Nord qui a été renvoyé, mais après plusieurs années de plaintes. C'est la façon dont ça a été véhiculé. Le N-word qui était en cause, c'était qu'il y avait plusieurs comportements problématiques qui avaient été dénoncés envers des personnes. Oui, absolument. Envers des étudiants. Ça a pris plusieurs années. Mais ce qui s'est passé, par exemple, à l'Université d'Ottawa ou ce qui s'est passé à l'Université Concordia, ils n'ont pas été renvoyés. Non. Il y a eu, dans un cas, une pétition contre une prof, mais pas juste parce qu'elle avait employé le mot en haine. Souvent, c'est ça, c'est qu'on va réduire ça à le mot en haine parce que c'est beaucoup plus. Ça, là, cette question-là, ça nous dit « Hey, nous, on peut plus rien dire, nanana », alors que c'était un ensemble de problématiques qui avaient été soulevées. Cette prof-là, il n'y avait aucune personne racisée dans les lectures qu'elle faisait faire à ses étudiants. Il y avait plusieurs enjeux. C'était pas juste le mot en haine, mais nous, on aime ça, ramener ça à quelque chose de bien simple. Je suis d'accord. Puis pour dire « Hey, c'est grave, il y a des mots qu'on peut plus dire, on a perdu notre liberté d'expression. » Alors que souvent, c'est plus nuancé que ça. C'est comme une chicane de couple. Une personne se laisse pas juste après une chicane. Non, exact. Il y a un cumul d'expériences négatives. Exactement. Mais c'est pour ça que quand je prends la parole, par exemple, moi, je suis hyper stories. Là, vous allez voir sur mes... Ah non, on l'a déjà vu. OK. Je suis hyper... Ça fait qu'il y a de quoi qui me... Là, je suis comme, OK, mes stories. Mais bien avant... Tu sais, je pense que c'est ma formation de journaliste, je fais ma revue de presse. C'est-à-dire que je m'informe, je décortique, je lis, j'analyse, tu sais, pour être certaine de ce que moi, comme prise de position, ce que je dis, c'est pas juste de même, là, on réduit ça au mot en haine. Il y a beaucoup de choses autour de ça qui sont arrivées et c'est important d'éduquer, de bien dire les choses. Tout à fait. Fait que oui, ce que tu dis, c'est super important. Tout à fait. Vraiment. J'appuie ça. Mais c'est plus que là où je voulais en venir, c'est plus par rapport. Puis on peut parler de cet exemple-ci, mais simplement, si on remonte, moi je pense à mes parents. Mon Dieu, qu'on s'exprime pas pareil. Ouf! Il y en aurait de la chicane si les gens mettaient un micro chez nous. Puis c'est pas parce ils ont pas des. C'est une façon qu'ils ont été éduqués. C'est des mots qui ont fait partie de leur enfance ou whatever, puis même eux ne connaissent pas la signification. Ma mère, ça c'est anecdote, parenthèse, mais pour dire, c'est là que j'ai réalisé, oh mon Dieu, ils connaissent pas. C'est une génération. Ma mère me traitait de bitch un moment donné. Elle dit, toi, tu serais la petite bitch. Fait que là, je fais pardon. Je suis comme quoi? Elle dit, tu serais la petite bitch, là. Je suis comme, attends, tu es en train de me traiter de pute? Elle dit, non, c'est pas ça que je dis. Maman, c'est ça que ça veut dire. Ah, ben là, je sais pas, là, je parle pas anglais. C'est ça. Non, mais là, maman, franchement, mais tu sais, c'est une génération qui prenait et imitait. Tout. Il imitait. On fait ça, mon père fait ça, je vais faire pareil. Mon père est charpentier, je vais être charpentier. Tu sais, il y a beaucoup de passations comme ça, sans trop réfléchir. Je m'occupe d'une ferme, mais ça va aussi dans dans le côté aussi social. Je trouve que c'est moins... Nous, on est plus réfléchis. On s'auto-définit. Moi, je sais pas pourquoi. Ben, tu dis ça, puis moi, ça me fait penser un peu aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que les gens voient quelque chose, ils vont imiter, puis les gens, justement, prennent pas le temps de décortiquer, puis de s'éduquer, puis de prendre position comme il faut. Je dis pas. Je voyais comme un petit parallèle. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que c'est plus une question qu'il faut laisser. Il faut que les gens se responsabilisent davantage puis prennent le temps de s'auto-éduquer puis de former la personne qui ont envie d'être. Là, par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit dans leur langage, tu sais, comme à un moment donné, tu peux pas utiliser un mot à bon escient si tu connais même pas la définition. Ça n'a pas de bon sens. Oui, puis je t'aime, mais non. Mais c'est un exemple banal que j'ai voulu prendre parce que ça m'a juste... J'ai fait, OK, attends, là, wow. Mais il y a vraiment du monde comme ça. Ils ont pas de malice. Ils veulent pas mal faire. Ils ont juste entendu des trucs. Non, mais c'est juste que tu dis que tu trouves que ça a évolué, puis moi, je suis comme... c'est juste ça s'est transmis sur d'autres médias. J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, il y a une urgence. Les gens, c'est comme... On soulève un enjeu quelconque, puis là, c'est comme... OK, il faut que je sois là, il faut que je sois dans le trend, il faut que je prenne position rapidement. Puis des fois, les gens, ils savent même pas de quoi ils parlent, tu sais, puis ils vont repartager des trucs juste pour montrer qu'ils se positionnent. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens se mettre le pied dans la bouche de cette façon-là, tu sais. Est-ce que tu dirais qu'il y en a davantage du côté, justement, des influenceurs ou autres? Ouais, c'est ça. Oui, tellement. C'est pas tout le monde qui a un bagage de journalisme et une éthique de travail comme vous deux, hein? Non, mais je pense que sur des enjeux sociaux, mettons. Ben oui, puis je sais juste... Il y a eu plein d'affaires, que ça soit... tu sais, à un moment donné, il y avait ça qui circulait,
voyons, le conflit comme Israël, Palestine. En tout cas, moi, je trouve que des fois, il y a tellement des trucs délicats et puis vite, on sent l'urgence, tu sais, OK, tout le monde partage ça. Moi aussi, je dois partager, je dois dire ce que j'en pense. En tout cas, ou même dans l'exemple de quand il y a eu l'affaire George Floyd, il y a plein de gens qui ont voulu mettre des carrés noirs. Tu sais, rapidement, c'était comme une pression. Il y en a eu beaucoup, un après l'autre. On dirait que pendant un moment, c'était limite trendy, là. Alors que, tu sais, Instagram, c'est un réseau social d'image, puis TikTok aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des réseaux sociaux qui permettent peu d'aller en profondeur dans les sujets, alors que souvent, ces sujets-là sont complexes. C'est ça. Je trouve pas que le carré noir, par contre, c'était plus un signe de solidarité. Il n'y avait pas nécessairement besoin de contenu autour. Mais tu me fais tellement penser à quelque chose qui m'est arrivé, justement, par rapport à ça, parce que des fois, justement, tu fais une story, c'est 15 secondes. Tu essaies de t'exprimer sur un truc. Puis des fois, tu dis quelque chose, puis c'est tellement... ça peut prendre une ampleur qui dépasse l'entendement. Ouais. Moi, je vous donne une anecdote. Je parlais de santé mentale. Okay. Dans la communauté noire, c'est super sensible, les filles. C'est-à-dire que nos parents nous ont jamais vraiment... éduqués sur « OK, tu te sens pas bien aujourd'hui, la dépression, c'est quoi? » Nos parents viennent d'un pays où la survie, c'était leur principal objectif, tu comprends? À savoir qu'est-ce que mes enfants vont manger. On immigre dans un nouveau pays pour donner une meilleure vie, tu sais, aux héritiers. Fait qu'on n'a pas vraiment le temps de penser à « Ah, je suis déprimée aujourd'hui. Ain't nobody got time for that. » Mes parents, ils viennent de ça. Pyramide de Maslow, là, premier besoin. Exactement. Puis probablement que les besoins, ils n'ont pas placé dans l'ordre qu'ils ressentaient. C'était plus « Voici ce que la vie m'impose. » Tac. Fait que nous, en tant que enfants ou deuxième génération de l'immigration, mais nous, on a grandi, on a été à l'école, on a fait nos trucs. Fait que nous, oui, certaines pressions sociales-là, on la vit aussi. On n'a pas le même vécu que nos parents, right? Alors, le fait d'avoir la santé mentale que tu dis, je commence à sentir de l'anxiété, je fais ci, je fais ça, c'est pas quelque chose qui est très véhiculé dans la communauté noire. Enfin, bref, short story. Puis toi, tu as décidé d'en parler en 15 secondes. Bravo. Ouais, lâche pas à levier, mais j'ai appris de cette histoire-là. Fait que lâche pas à levier. Bon. Mais oui, il faut qu'on s'éduque nous-mêmes. J'ai fait une série de stories par rapport à ça. Puis j'ai dit, tu sais, souvent, nous, les personnes noires, on se réfugie beaucoup dans la religion, dans la spiritualité. Nos parents nous ont beaucoup forgé avec ça. Fait que je dis, je sais pas si d'entre vous êtes déjà allés dans des églises, je parlais à la communauté noire, où les gens font le bacon, puis ils shake. Et je suis un enfant dans même. Les filles, j'ai été crucifiée sur la place publique parce qu'on pensait que je me moquais de ça. Je caricaturais. Donc, tu parlais de ton expérience, j'imagine? Oui, je parlais de mon expérience, mais de la façon que je les disais qu'on fait le bacon, ils ont vu ça comme si c'était une moquerie, une caricature vraiment... réductrice. De ça, tu sais. Et pourtant, c'était vraiment pas mon objectif. C'était une série de stories. Écoutez, je pourrais retourner, mais là, il a fallu que je m'explique. J'aimerais ça que tu repasses la semaine prochaine. C'est ça. Il a fallu que je m'explique à la communauté, surtout que c'est la communauté qui me suit le plus. Et je me suis vraiment sentie mal. Je voulais tellement blesser personne par rapport à ça. Et c'est de leur réexpliquer, de leur remettre en contexte. Est-ce que tu penses qu'il y avait à la fois des gens qui te critiquaient, que ça venait vraiment de leur sentiment d'avoir été ridiculisés, ou est-ce que tu sens qu'il y avait des gens qui te critiquaient puis que ça venait plutôt de leur inconfort à parler de santé mentale? Moi, je pense que c'est vraiment parce que je me suis moquée de leur culture, que je me suis moquée de ce qui appartient là, intrinsèquement à la communauté noire. Tu sais, qu'importe quelle communauté noire, la religion, je veux dire, on sait beaucoup, les églises étaient un lieu... ou de rassemblement, de positivisme, un refuge, même pendant l'esclavage, etc. Fait que je m'attaquais aussi à un pan de l'histoire, tu comprends? Intrinsèque de la communauté noire. Fait que je pense que c'est là que je me suis fait attaquer. Mes stories ont été partagées par les militaires de la communauté noire d'ici. Fait que, tu sais, j'ai été genre... attaquée là, par plein de gens. Dans cet ordre d'idée-là, justement, dirais-tu, parce que ça aussi, ça fait partie de le cancel culture. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour le faire, pour justement témoigner de leur expérience. Oui, exactement, dénoncer tout ça. Dirais-tu, là, c'est sûr qu'on parle pas de la même chose. Toi, tu n'étais pas en train de dénoncer quoi que ce soit, mais est-ce que... Tu sais, il y a matière à réflexion par rapport à est-ce que c'est nécessairement la bonne plateforme pour le faire, le véhiculer? Mais est-ce que, ou à l'inverse, est-ce que les gens... Parce que dans cette situation-là, c'est quasiment toi
qui étaient cancel par des membres de ta communauté. Est-ce que tu dirais que les commentaires qu'ils ont fait, tu sais, même si aujourd'hui tu es capable de dire « Hey, je voulais vraiment pas vous insulter », est-ce que tu peux dire « Ah, peut-être que c'était maladroit » ou est-ce que ça t'a amené à réfléchir à ta façon de parler de ta communauté? Absolument. Je me suis dit, OK, le 15 secondes, il n'est pas suffisant. Faut toujours que je sois appuyée par des articles. Tu sais, mon côté journaliste est vraiment sorti, là. J'étais comme, OK, il faut toujours que lorsque j'affirme quelque chose sur les réseaux sociaux, ça soit appuyé par telle chose. Mais dans ce cas-là, ça pouvait être appuyé par ton vécu. Toi, t'as vécu ça, t'as vu ça. Mais c'est la façon qui a été formulée. La façon qui a été véhiculée plutôt. Moi, je suis funny. Là, je dis tout le temps des affaires, j'essaie d'être drôle. Mais là, à la vie, t'étais pas drôle. T'étais juste maladroite. Tu comprends ce que je veux dire? Puis où la ligne, des fois? Très, 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 très mince. Mais les gens qui me connaissent personnellement, puis c'est ça que j'ai trouvé difficile parce qu'il y a des gens qui me connaissent personnellement qui m'ont dit pour vrai, en avis, c'était wack, qu'est-ce que t'as fait. C'est ce qui fait le plus mal. Les gens qui t'aiment. Les gens qui me connaissent et qui savent que je n'ai aucune malice dans la vie, là, puis je suis capable de le dire, là, ça m'a fait vraiment mal. Sans avoir de malice, ça se peut que certaines de tes prises de position fassent du tort. Moi, je l'ai vécu avec la communauté LGBTQ. Je suis toujours super bien intentionnée, mais c'est arrivé par le passé que je comprenais pas assez bien tel enjeu. Puis c'est ma communauté. Je vais toujours avoir le cœur à bonne place, puis vouloir défendre cette communauté-là jusqu'au bout de mes ongles. Sauf que ça se peut qu'il y a des éléments que ça t'échappe. Ou que sans... Tu sais, mettons... je me souviens quand... ça remonte à vraiment longtemps, mais quand The L-Word est arrivé, il y a genre quasiment 20 ans, mon Dieu, je suis vieille. Tu sais, on était comme, c'est cool, c'est des lesbiennes, mais elles sont pas toutes des butch. Mais tu sais, je savais pas qu'en disant ça, j'étais en train de dire qu'être des butch, c'était pas correct. Alors que, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont super masculines. Moi, je peux pas dire que je suis si féminine non plus. Tu sais, fait que tout ça, c'est une question de perception. Puis je l'ai appris après ça dans le milieu LGBTQ, que, tu sais, tout ça, tu sais, on est solidaires, on est une grosse gang, puis on se défend les uns les autres, puis c'est jamais en rabaissant certains pans de la communauté, tu sais. Mais ça a été un apprentissage, moi, comme jeune lesbienne dans le temps de The L-Word, les belles années. C'est intéressant ce que tu dis. Vraiment. Mais tu sais, il y a eu tellement, justement, la cancel culture, il y a tellement... Tu sais, initialement, tu vois, d'entrée de jeu, on a commencé à parler de personnalité publique, puis de ci, puis de ça. Puis c'est souvent là-dessus qu'on réfère en premier lieu, mais ceci dit, ça peut être imprégné sur la musique. Tu sais, t'en cites énormément, en fait, dans ton livre, que j'ai trouvé ça super fascinant, des œuvres OK, on a Baby, It's Cold Outside, It's a No-No, on peut pas aller là. C'est intéressant, hein, ça. Baby, It's Cold Outside, j'ai écouté une comédie romantique vraiment qui était sur Netflix durant le temps des fêtes. Puis à un moment donné, le gars, il chante ça à la fin, puis la fille est comme, c'est vraiment pas la chanson qu'il faut que tu me chantes. J'étais là, oh my God, Baby, It's Cold Outside est cancellé. Non, mais je savais, tu sais, j'ai entendu des bribes, mais là, j'ai fait comme, OK, si c'est sur un film de Netflix, c'est super rendu. Cancelled. Oui, mais tu sais, c'est ça. Moi, mon approche par rapport à ça, c'est super nuancé dans le sens que je suis pas, tu sais, j'ai pas envie qu'on cancel des œuvres. J'ai envie qu'on puisse en discuter, par contre. On peut-tu discuter de pourquoi Baby It's Cold Outside, c'est une chanson dans laquelle un monsieur insiste pour qu'une femme reste. Il dit, tu sais, j'ai mis quelque chose dans ton drink. Tu sais, c'est comme, c'est rochant. Tu sais, il y a des choses qu'on peut critiquer. On peut reconnaître qu'ils vont la chanter, puis encore une fois, ils savent pas qu'est-ce qu'ils chantent. Oui, c'est ça. On peut reconnaître que c'est une tune des années 20, puis que dans ces années-là, je sais pas, les années 20 ou les années 40, en tout cas, mais dans ces années-là, c'était super... C'était cohérent de chanter puis de chanter ça, tu sais. Mais moi, R. Kelly, je l'ai cancellé. Ben, moi c'est ça. Quand tu vois des documentaires je comme... peux pas. I can't. C'est tellement venu me chercher. J'avais entendu des bribes par rapport à ça depuis... ça fait des années que ça dure, R. Kelly. Puis moi, j'étais pour vrai, j'étais une méga fan d'R. Kelly. Là. Toutes ces tunes, je les connais. Michael Jackson, comment tu te sens par rapport à ça? Tu vois? Michael Jackson, je suis comme... T'as-tu vu le documentaire? Je l'ai vu. Puis c'est tough. Est-ce que tu as cette impression, justement, l'expression de « It's too big to be cancelled »? Je sais pas. Mais il y a pas ça. Il y a ça, puis il y a le fait que, tu sais, Michael Jackson,
ça représente tellement pour la musique pop, pour la communauté noire. Les souvenirs. C'est touché, là. C'est comme, ça a été, c'est de la même façon que Bill Cosby, ça a été vraiment difficile de le dénoncer. Cancellé. Mais oui, mais tu sais, c'était touché parce que les femmes qui voulaient le canceller, ils se disaient, si je le cancel, lui, je vais nuire à la communauté noire à laquelle j'appartiens. Donc, il y a plusieurs femmes noires qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés à dénoncer ce personnage-là qui était comme une icône, le bon père de famille noire. Tu sais, c'est comme afro-américain. Donc, c'était. Mais c'est comme O.J. Simpson. Ouais. O.J. Simpson, qui, on le sait aujourd'hui, là, il a assassiné sa femme. Là. Mais cette cause, et je vous invite à aller voir la série documentaire sur Star. J'ai pas vu. Tu l'as écouté? Non, on l'écoute ensemble. Bon, c'est tellement bon, les filles, mais tu regardes ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Kardashians sont aussi populaires aujourd'hui, parce que Robert Kardashian était son avocat. Ah! OK? Voilà. Fun fact. Et après tout ça, plusieurs séries. Oui, c'est ça, mais... Et voilà. Mais... O.J. Simpson, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une division entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. C'est-à-dire de défendre ce symbole de réussite et un athlète, un acteur connu qui a réussi sa vie versus une Blanche, surtout que les couples mixtes, ça, c'est une autre histoire. On s'en parlera sur un autre podcast, mais les couples mixtes, donc la femme blanche qui se procure cet homme noir, powerful... Tu sais, ça a divisé la population. Puis c'est ça, la communauté noire est encore une fois déchirée. Donc, le cancel culture, ça n'allait pas arriver pour J. Simpson. Mais aujourd'hui, je veux dire, excuse-moi, bye. C'est un féminicide, là. Ouais. Je m'en fous de ta couleur de peau, de tuer quelqu'un. Mais c'est parce que ça enlève rien à... Encore une fois, tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, tu sais, avoir une personnalité publique, d'avoir les spotlights sur toi, c'est une chose, c'est un avantage, c'est un privilège. Ceci dit, ça enlève absolument rien à ton talent puis tout ce que tu as pu faire avant. Je pense qu'il faut les dissocier. Il y a des gestes qui sont inacceptables, puis oui, on peut quand même reconnaître qu'à ce moment-là, tu as fait des trucs qui étaient valorisants, ou à valoriser plutôt. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, on est des humains à part entière. Est-ce que quelqu'un est à 100% pas bon? Je ne crois pas. Oui, puis tu sais, quand on dit, est-ce qu'on serait supposé le tolérer s'il est dangereux? Peut-être pas non plus. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est super nuancé cas par cas. Puis tu sais, je veux dire, on a toutes nos raisons de vouloir dénoncer des choses qui nous sont... des principes qui nous sont... appuyer des principes qui nous sont chers. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui en paient le prix, puis c'est dommage, mais il faut qu'on puisse vivre dans une société où on peut dénoncer des choses puis critiquer Il le faut. Après ça, les conséquences, est-ce qu'on en a le contrôle complètement? Mais je pense qu'il faut dénoncer, mais il faut être un petit peu plus indulgent envers les gens. Parce que, tu sais, mettons exemple, encore une fois, Safia Nolin, tu sais, je trouve ça complètement injuste, ou Claudia Beauvais, que tu cites également dans ton livre, qu'elle s'est faite elle-même, elle s'est tassée du monde médiatique parce qu'elle a reçu une tonne d'injures parce qu'elle a voulu prendre position pour la femme noire qui détient des entreprises. Puis genre, les gens, ils ont lancé des pierres alors que tout ce qu'elle voulait, dans le fond, c'était aider. Mais tu sais, c'était tellement rendu. Mais elle, c'est ça que tu dis dans ton livre, genre, y a quelqu'un qui a parlé qu'elle... C'est Carla Beauvais. J'étais comme Claudia. Non, Carla, excusez-moi, je me suis je suis comme Claudia. Claudia Beauvais. Parce que j'étais comme, c'est pas la fille qui est dans... Carla Beauvais. Non, c'est ça, vu que c'est... Mais j'étais le Big Brother, j'étais comme... Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille-là? Carla Beauvais. OK, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire... Non, mais c'est intéressant ce que tu soulèves parce que je trouve que le tribunal social, c'est vraiment ça. T'assistes à un tribunal parce que tout le monde a une excusez-moi de sacré, tout le monde a une opinion sur quelque chose. Puis tout le monde te lance des tomates. Mais... ça, tu sais, pensez-y, là, quand vous vous attaquez à quelqu'un, là, vous vous attaquez aussi à vous. Vous devenez intransigeant aussi envers vous-même. Parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu comme chroniqueuse. Là. J'étais bonne pour dénoncer des situations, puis critiquer des affaires que je trouvais injustes, puis dénoncer des personnes. Puis à un moment donné, moi, je me suis réveillée un matin, puis j'étais comme peinturée dans un coin parce que j'avais tellement été la fille qui critique que je devenais intransigeante avec moi-même. J'avais pas d'espace pour m'exprimer. J'avais peur d'être en défaut par rapport aux propres principes que j'avais moi-même défendus. Est-ce que c'est de là où est venu ton premier livre? Oui, entre autres. Okay. Oui, ça a été la première étape de ma démarche de rétablissement de chronique. C'est intéressant. Mais je me questionnais. Un petit lien, oui. Absolument, je me questionnais sur
ma place dans tout ça, puis qu'est-ce que j'avais généré en m'inscrivant dans le militantisme sur les réseaux sociaux. Tu sais, pourquoi? Tu sais, il faut se demander, quand on dénonce quelqu'un, pourquoi on veut le faire? C'est quoi nos intentions? Est-ce qu'on veut vraiment que la personne... Est-ce qu'on veut que la société s'améliore puis qu'il y ait plus d'agression sexuelle? Est-ce qu'on est... Puis ça serait légitime, là. Est-ce qu'on est fâché contre la personne puis on veut qu'elle souffre puis qu'elle se venge? Ça serait légitime, mais c'est pas constructif. Non. C'est peut-être pas la meilleure façon d'arriver à une société plus juste. Tu sais, il faut vraiment se questionner sur l'objectif qu'on cherche à atteindre. Puis si c'est quelque chose qui est ancré dans la colère, la vengeance, la haine, ben peut-être prendre un petit peu de recul, du temps pour se réparer soi-même. Tu sais, moi, je pense que dans les cas de dénonciation d'agression sexuelle, il y a beaucoup ou même de violence, il y a beaucoup de cas qui pourraient se régler par de la médiation. On l'a vu notamment avec Alex Nevsky puis Stéphanie Boulay. Tu sais, la société est misogyne depuis des années. Fait que les gars, ils grandissent dans une société misogyne. Ils voient des films misogynes, ils voient des comportements sexistes être acceptés. Ils envoient des nudes, puis ils sont félicités, puis ils sont valorisés par ça. Puis après ça, en 2020, on leur dit « ce que tu fais, c'est pas correct. » Mais faut qu'on ait cette discussion. Aussi, exact. Ça sert à rien de... C'est un problème de société, comme tu dis. Ça sert à rien de canceller une personne. Des fois, c'est nécessaire. Je veux dire, il y a des choses... Grainer un verre, là, je dis là, tu sais, je sais pas. Mais c'est ça. Faut dire à Kevin, on fait pas ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Dans quelle société... Ça, c'est non. Quelle société a permis que ça soit jugé pour ce gars-là drôle, rigolo, inoffensif? Exactement. Alors c'est intéressant de voir les choses comme ça. Le joueur de hockey, là, Logan Mayou, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce petit gars-là, il s'est senti non seulement à l'aise d'envoyer une photo d'une fille sans son consentement à ses boys, mais que il s'est dit, si je fais ça, je vais être cool, je vais être valorisé, les gars ils vont me trouver cool. Absolument. C'est une société qui a créé ça. Ce gars-là, après ça, je veux dire, je comprends qu'on critique un peu la démarche du Canadien de Montréal de vouloir l'engager puis de lui donner des privilèges, sauf qu'il faut se questionner bien plus profondément que ça sur quelle culture a généré ça, quelle culture a fait en sorte que ce petit gars-là il a pensé que ça, c'était correct. Tout à fait. Mais de là, je reviens encore avec ce que je disais tantôt avec mon exemple banal de ma mère qui dit des mots qu'elle ne comprend pas. Mais c'est le besoin de s'éduquer. C'est essentiel. Comment qu'on peut prendre position puis dire des choses. On est responsable de nos propos, des blessures qu'on va... Mais au-delà de s'éduquer, c'est comme déconstruire un peu aussi la société. Là, certaines choses qui sont tellement là, ingrained, établies. Puis, est-ce que des gens qui auront... Tu sais, je reviens à Julien Lacroix, mettons. Il est en train de s'éduquer, il est en train de faire des démarches par rapport à sa sobriété. Est-ce que ça, il aurait fait ça s'il n'avait pas subi tout le scandale puis toute la cancellation qu'il a subi? Tu sais, moi, je me souviens... Mais malheureusement, dans ce cas-ci particulier, j'ai l'impression que non, pour côtoyer des personnes qui ont eu des problèmes de consommation, il n'était pas conscient. Faut que tu fonces dans un mur. Il n'était pas connecté. Fait que, tu sais, même... Puis pas juste ça, tu sais, que quand t'es sur un piédestal comme ça, tu sais, moi, je me souviens, on avait plusieurs amis en commun, on travaillait ensemble, tu sais, puis j'étais allée voir son spectacle, puis j'étais comme, tu sais, je trouvais qu'il y avait plein d'affaires homophobes dans son spectacle, puis j'avais le goût de dire, puis j'étais comme, moi, je vois encore la rabat-joie qui est comme, qui est trop féministe, qui est comme gossée par... puis il va dire, ben non, c'est des jokes. Puis, tu sais, fait qu'il était quand même tellement sur un piédestal que même moi, avec tout mon courage, puis j'étais pas game de lui dire ça. Fait qu'imagine des filles qui ont été victimes de ses comportements, de sa violence, de ses agressions. Tu sais, comme... Par rapport à la responsabilisation, justement, à cet égard-là, est-ce que vous croyez qu'on devrait davantage se responsabiliser aussi par rapport à notre entourage, de se permettre de prendre parole puis de dire, ouf, telle affaire, tu viens de dire, je suis pas sûre, tu sais, d'arrêter tout le temps de mettre des gants blancs pour pas blesser. On a peur de déranger, on a peur de briser des moments, des fois, tu sais, à un souper de Noël, quand Mais on pense tous qu'on aurait le courage de le faire dans ces situations-là, puis on surestime notre courage. On est comme, on veut pas faire de malaise, on veut pas, tu sais, puis... Moi, ça dépend pourquoi. Tu sais, moi, c'est sûr que tu utilises le N-word, c'est sûr que je te strike, là. C'est sûr et certain. Tu sais, mais tu sais, il y a des fois que je me dis, oh my God, est-ce que ça vaut la peine? C'est quelqu'un qui a déjà... Surtout, tu sais, comme tu parles de beaucoup de l'homophobie, tu sais,
moi aussi, dans la communauté noire, là, de la génération de mes parents, c'est pas toujours évident pour eux de comprendre toutes les notions de LGBTQ+, tu sais. Fait que, tu sais, est-ce que je suis comme, OK, est-ce que je dois encore faire cette éducation-là à, genre, mon oncle qui dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, tu sais? Ouais, parce que, tu sais, à un moment donné, ça devient épuisant, là. Toi aussi, tu as peut-être envie de passer un moment léger. C'est ça. C'est ça, tu sais, mais quand que, tu sais, mais entre amis, tu sais, on dirait que la famille, c'est plus tough. Je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, moi, je sais pas pour vous, mais je trouve que dans nos familles de Blancs, il y a du travail à faire des fois, là, puis je suis comme... Hey, je trouve ça tough, là, mais des fois, à Noël, ça me tente pas de dire « Hey, ta joke raciste, pas drôle. » C'est tough, mais dis-moi si je me trompe, puis probablement que veux pas que tu le fasses directement ou pas. C'est sûr, par ton travail, tu les éduques et tu les aides à évoluer, mais je vois quand même une énorme différence entre mes parents du secondaire, quand moi, j'étais plus jeune, versus aujourd'hui, parce que justement, si moindrement il y avait des propos racistes ou homophobes, whatever, mais moi, je suis la première qui arrivait avec mes amis, puis toutes les nationalités. J'ai plein d'amis homosexuels. Tu sais, ils n'ont pas eu le choix, là. C'est comme, ça vient avec moi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est notre rôle, sérieux. C'est notre, nos parents, ils viennent d'une autre génération, sont vieux, sont dépassés. C'est sûr que c'est notre rôle de les éduquer puis de les amener à... Puis, tu sais, moi... je voudrais que mes enfants m'éduquent puis me mettent à jour. Moi aussi. Fait que, complètement. C'est vrai, complètement. Mais là, en même temps, il faut bien rentabiliser les frais du scolaire qu'on leur paye. C'est ça, exact. Partout, je trouvais que ça servait à quelque chose. Mais je veux juste qu'on ait de l'indulgence envers nous-mêmes parce que c'est vrai que des fois, c'est tough. C'est sûr. C'est sûr, c'est tough. Faut pas, on veut pas trop en laisser passer, mais je pense que c'est un peu ça aussi, surtout en ce moment. Il y a eu le Black Lives Matter, il y a les vagues de dénonciation, il y a la pandémie, on est effrités, là. On est épuisés. Puis c'est pas parce... J'ai l'impression qu'on se sent obligé de continuer à tenir le front, puis il faut qu'on continue, puis on est surtout toi, mettons, t'es full militante, tabarnouche, c'est lourd, là. C'est lourd, on peut-tu juste comme, je peux-tu aller dans la boîte, dans la nature, puis entendre les oiseaux? Mais c'est pour ça que j'ai fait une fois par mois. C'est pour ça que je m'en vais. Mais pour vrai, je trouve ça important que ce soit du côté LGBTQ2+. Oublie pas le 2 puis pas le plus, s'il te plaît. D'accord. Que ce soit ça ou que ce soit justement moi, de mon côté, avec la communauté noire. C'est épuisant, là. Je sais pas pour toi, là, Judith, là, mais moi, je trouve ça... épuisant. L'épuisement militant, c'est quelque chose de documenté. Là. Ça existe. À un moment donné, c'est normal. Moi, je me souviens, tu sais, puis j'ai fait une dépression, puis j'en ai parlé. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais féministe en fait, c'est pas que c'est que le fait que je sois féministe faisait que je prenais en personnel toutes les attaques, toute la misogynie que je voyais dans la société. Je le prenais comme si c'était une attaque contre moi. Il a fallu que je me recadre. J'étais allée en thérapie, j'ai replacé certaines affaires, mais je peux comprendre que, mettons, j'en ai parlé avec plusieurs femmes noires dans mon podcast Les Sorcières sur comment juste l'affaire George Floyd, ça a été quelque chose qui a été épuisant parce que ça fait ressortir toutes sortes de violences, ça fait ressortir toutes sortes d'injustices que la communauté noire a vécues, ça fait ressortir des commentaires dans la société actuelle au Québec. Les micro-agressions qu'on vit constamment tous les jours, qu'il faut qu'on explique, qu'il faut... Oui, fait que, c'est normal que ça... Tu sais, quand l'actualité est très, très, très... Moi, je me souviens, ça, c'était dans le temps où Donald Trump venait d'être élu, que j'ai fait ma dépression. Puis, tu sais, pour de vrai, pour moi, c'était une attaque à toutes les femmes, là, que Donald Trump soit élu. Je l'ai pris le lendemain de je pense que je suis tombée en dépression le lendemain de son élection. Tellement, vraiment? C'était la goutte de trop, là. Pour moi, c'était comme... tu sais, puis je voyais, mettons... les femmes autochtones qui dénonçaient les policiers à Val-d'Or. Ça marchait pas. Personne n'y croyait. Alice Paquette qui dénonçait un politicien qui avait bien plus de pouvoir qu'elle. Puis, tu sais, les commentaires de la société sur ce sujet-là, qui la traitait de... Tu sais, qui invalidait son témoignage parce qu'elle était une ancienne travailleuse du sexe. Puis tout ça, tu sais, j'étais comme... Je voyais les injustices, puis j'étais là, rongée par ça, tu sais, ça... Après ça, il y a une psy qui m'a dit fais comme si c'était une pièce de théâtre. Ah, j'aime ça. J'aime ça. C'est une image qui peut t'aider. C'est beau, ça. Après ça, c'est vrai que les enjeux sont pas une pièce de théâtre, ils sont bien réels, mais des fois, ça peut te donner un petit recul puis te permettre de respirer puis de prendre du recul sur ces situations-là qui sont vraiment prenantes. Mais toi, j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus, puis vous aussi, les filles. Ça serait quoi ton conseil ultime là, quand t'es dans la tourmente? Quand toi, tu
Tu sais, je suis sûre que ça t'est arrivé, Trudy, là, je pense à quelque chose en particulier dans ma tête. Je vois pas de quoi tu parles. Nomme des noms, voilà. c'est ça. Mais quand t'es dans un scandale ou quand t'es dans une petite tornade, là. Quand tu fais canceller précisément ou quand t'es moi, je me suis jamais fait canceller précisément, mais quand t'es dans un scandale, mettons. Oui. Ouais. Moi, j'ai dit quelque chose à quelqu'un récemment qui m'aidait, moi, quand je me suis retrouvée dans des scandales, c'est t'es pas juste ça. T'es pas juste le scandale. T'es plein d'autres affaires. Tu sais, mais quand t'es dans tu sais, quand tu dis que tu t'es fait crucifier, là, ben, tu peux continuer à dire « je suis pas que ça », mais tu peux aussi essayer de te questionner, tu sais, puis de voir qu'est-ce qui fait que j'ai été mal comprise, que j'ai été maladroite, que j'ai... Tu sais, je pense que c'est important aussi de se questionner. Puis, tu sais, tes amis, ils vont avoir tendance à te dire « ben non, c'est pas de ta faute, c'est qu'ils ont pas compris, nanana », mais... Tu sais, ça, c'est bienveillant, mais c'est important aussi d'avoir des reality checks de gens qui te disent, ben, au lieu de dire, hey, non, il n'y a pas de problème, c'est pas. Mais de dire, ben, qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu n'as pas été bien comprise ou qu'est-ce qui fait que. Il y a beaucoup de gens qui vont juste comme fermer leur téléphone puis ne plus revenir, là. Ben, oui. Je suis pas sûre que ce soit la solution, parce que d'une certaine façon... Tu parles des personnes, mettons, qui voudraient plus te suivre? Ils ferment leur téléphone, font comme... Non, des personnes qui sont comme moi, je ne commente pas, je ferme mes réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont été cancellés, qui ont fait ça, tu sais. Ils disent, je veux plus... si c'est ça, je veux plus prendre la parole. C'est ça. Je pense qu'il y a une période de réadaptation, puis de l'introspection, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire à la même vitesse. Il y en a pour qui c'est peut-être nouveau puis qui n'avait jamais même fait ce processus-là. Puis il y en a pour qui que c'était une habitude de prendre parole, de prendre parole puis de réfléchir ça dépend la gestion de crise, c'est quand même particulier. C'est vrai, surtout quand on parle de soi, sa carrière, de ses passions, c'est une attaque à l'humain, là, à la personne que t'es, à ton identité, là, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est ça, c'est pas ça. Mais c'est comme ça qui est perçu au premier coup. C'est ça, je veux dire. Faut arrêter de dire, faut arrêter de penser que je ne suis que le scandale. Je suis vraiment... Parce que c'est ça qu'on a tendance à faire quand ça arrive. C'est comme, merde, je suis une merde, puis personne m'aime, puis souvent, une autre affaire aussi, c'est comme, t'as l'impression... Quand t'es dans un tourbillon médiatique ou de scandale, t'as l'impression que tu sors dehors, puis tout le monde voit ça, tu sais. Tout le monde est au courant. Appelle ta mère. Elle sait pas en tout qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Tu sais, ça te ramène à la réalité. Moi, je parle de ma mère... C'est encore drôle, ma mère, elle regarde tout le temps. OK, mais trouve quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, puis ça te ramène vraiment dans la réalité, tu sais. Je pense que il y a ça aussi que tu peux faire, là. Arrêter de penser que tout tourne autour de ça, cette situation-là, tu sais. Est-ce que ça vous fait peur? D'être cancellé un jour? Ouais, moi, ça me fait peur. Ouais. J'ai peur de... Tu sais, parfois, je suis spontanée, puis je vais pas réfléchir avant de parler. Ma mère m'avait dit, avant de faire OD, tourne ta langue. Puis je l'ai faite pendant la bulle. Non, mais c'est vrai, je l'ai vraiment faite. J'étais comme beaucoup plus... à OD, t'avais... Beaucoup plus posée que dans la vraie vie. Ah ouais, parce que je suis beaucoup plus spontanée dans la vraie vie. Puis là, j'étais comme, calme-toi, parce que par peur, par crainte, qu'un propos il soit mal pris, puis qu'après, on fasse un montage. Comme les filles avec le N-word, oh my God. Oui, c'est ton année? Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas son année. Ça, c'est pas mon année, non. Ça, c'était l'année où c'était comme 24/7. Ça avait été pris la nuit, je pense. Ouais. Mais tu sais, exactement. Fait que moi... en tout cas, j'étais quand même consciente de ça. Okay. Là, donc, oui, je dirais que ça me fait peur. Je pense qu'on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. Mais non, c'est ça. On est humain. C'est sûr qu'on va en faire. Fait que... On va essayer. Vous, comment vous sentez par rapport à ça? Moi, c'est ça. Tous les jours, ça me fait peur. Là. Tous les jours, je me dis... Tu sais, quand tu tiens... C'est con, là, mais quand tu tiens à bout une cause, tu veux juste tellement bien faire. Fait que oui, la peur du cancel culture est d'être mal compris évidente. Aussi, comme dans ta story, tu disais, tu sais. Oui, c'était juste mal compris. Puis je disais de façon hyper humoristique, puis c'était vraiment pour bien faire, c'était pour aborder la santé mentale dans ma communauté. Fait que oui, il y a tout ça. La minute que tu portes une cause vraiment qui est proche de ton cœur, t'as peur. La façon que j'ai réglé mon anxiété par rapport à ça, tu sais, moi, avant...
puis je pense pas que ce soit ton cas, Anne-Nobly, mais moi, avant, j'étais super baveuse, arrogante. Fait que, c'est vrai, je me souviens, j'aimais pas. Mais non! Je dis, j'avais un petit peu... Je dois te l'avouer, j'étais comme Libye, Ça sort. Tu le rough, puis tu sais, ça me mettait dans une situation où, tu sais, la petite baveuse arrogante, là, mettons qu'elle se trompe ou mettons qu'elle fait une erreur, on va te la remettre à sa place. J'aborde la vie avec beaucoup plus d'humilité maintenant. Fait que, tu sais, tu dis, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur... Mais si ça arrive, là, il faut que tu sois prête à te dire, hey, en toute humilité, je pensais que j'étais dans la bonne voie, mais je me suis trompée, puis je suis vraiment désolée. Puis si tu es dans l'humilité, je pense qu'il y a quelque chose... On pardonne. Moi, ta sincérité, ta sincérité quand même. Si va transparaître. Oui. Excuse. La transparence, c'est vrai que c'est la clé numéro 1. Ça, ben, quand tu sens que quelqu'un a vraiment comme compris, puis grandi, puis a appliqué, tu sais, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai jamais eu vraiment peur. Tu sais, pour moi, ça reste quand même nouveau, tout ça. Avec les caméras. Mais ça peut être aussi banal qu'être cancel dans une clique de filles au secondaire. C'est ça, c'est que là, tu dis la transparence et tout ça, mais tu vois, là, dernièrement, pour la première fois, j'ai eu un peu peur de ça en raison de la transition de Génération Sidechick. Ben oui. Et il y a des personnes qui m'ont écrit puis en fait, malheureusement, si tu m'expliques pas qu'est-ce qui s'est passé, je pourrais plus te suivre. OK, moi, là, vous allez voir, je suis tout le temps très spontanée. Non, mais c'est correct. Puis là, j'étais comme, OK, d'abord, par respect pour l'amitié, non. Non, je vais pas là. J'ai pas à me justifier. Il y a une raison pourquoi que on a décidé d'y aller comme ça. Il y a chaque situation, puis en même temps, c'est comme si pour la première fois de ma vie, tout a été fait pour les bonnes raisons. Dans les deux, c'était un choix commun. Est-ce que j'ai besoin de le véhiculer? Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Est-ce que mon entreprise se doit... Puis là, je comprends que c'est une affaire, c'est du média, ça reste une entreprise, là, mais c'est un média. Mais pour la première fois, j'ai fait, OK, là, il va y avoir 2 clans. J'avais l'impression qu'on allait se splitter. Il va y avoir les clans Drew, les clans Kate. Puis là, j'ai fait, OK, c'est bad comme feeling parce que tout ce qu'on a voulu ensemble, c'était créer du beau, puis j'ai envie que ça continue. Les deux, on a envie que ça continue. C'est ça, il y a pas... C'était tellement positif, les raisons, les discussions. Est-ce qu'après ça fait de la peine? Of course! Mais oui. Of course, ça fait de la peine, tu sais. Mais après ça, mais qu'on m'écrive ça, puis j'ai fait, arrête de me suivre. Mais ça, c'est comme une forme d'inquisition. Tu sais, moi, je trouve pas ça sain, ça. C'est de demander des comptes à rendre à des personnes. Tu leur dois rien, ces gens-là. On sent qu'on doit. En tout cas, je sais pas, toi, moi, je sens que je dois. Mais moi, comme je dis, c'est encore assez nouveau. Puis là, j'ai juste fait, hey, tu sais quoi? Non. Tu sais, par respect. Ou il y en a que j'ai pas répondu. Puis j'ai comme, par respect, comme... pour ma chum puis moi, tu sais, on a une relation. C'est comme, je m'excuse, mais moi, ça, mettons, je me sépare, je me divorce. J'ai-tu vraiment besoin d'étaler ma vie privée puis que mon chum il a fait telle affaire? Avoir ça, toi aussi? C'est sûr. Moi, j'ai un peu étalé. Tout le monde savait la réponse avant elle. Ouais. Non, mais ça a dû être intense. Non, mais sérieux. C'est l'enfer. Mais ça aussi... Non, j'ai trouvé ça rough. J'ai trouvé ça vraiment... Tout ce qui a découlé de ça, là, c'est ça, c'est une petite tornade. Mais c'est vivre avec la célébrité instantanée. Non, mais c'est ça t'en fait parler partout, là. Je m'en suis fait parler à la pharmacie, à l'épicerie pendant au moins 1 an de temps, tu sais. Ouais, c'est comme t'es pris avec ça, mais là, les masques aident. Ah ouais. Ouais, mais je m'excuse, mais tes yeux bleus. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des gens qui ont une visière teintée. C'est ça. Mais non, mais pour vrai, j'avais trouvé ça difficile. Puis même, tu sais, on parle aussi de voir l'autre personne comme une victime. Tu sais, je me sentais même mal envers la personne, tu sais, parce que j'ai fait vivre quelque chose de pas le fun aussi à lui, tu sais, veux pas. Parce que j'ai décidé de dire sur la place publique ce qu'il en était. Exactement, tu sais. Fait que c'est des deux côtés. J'ai de l'empathie aussi par rapport à lui, par rapport à ce que je lui ai fait vivre. Une bonne personne. Ah oui, non, mais moi, j'étais tout mélangé là-dedans. Là. J'étais comme, oh my God, là, genre... Je voyais plus clair. C'était juste du brouhaha. Fait que les gens te demandaient, là. C'est ça, les people have no chills. Fait que te demandaient, genre... Non, mais moi, ça a été loin parce que, tu sais, moi, c'est drôle, hein, parce que maintenant, il y a genre des comptes comme OD Scoop et tout qui existent. Puis je me dis, c'est drôle parce que je l'aurais su tellement d'avance. Parce que moi, je regardais pas. Quand je suis sortie, là, j'étais dépassée par les réseaux sociaux. Là, tu passes 3 mois sans ton téléphone. Puis tout le monde le savait, tout le monde recevait des messages, tout ça, mais moi, sincèrement, je ne le savais pas. Mais quand j'ai été voir, tu sais, des fois, même, j'avais des vidéos, tu sais, de lui dans un bar, mettons, qui ferait une jeune fille, même après, même quand on n'était plus ensemble, tu sais, les gens continuaient à m'envoyer des affaires, puis des conversations, des screenshots. People have no chills. Ah non, c'était...
C'était vraiment quelque chose. Oui, vraiment quelque chose. Mais est-ce que le fait, quand tu sors d'OD, tu es une célébrité instantanée, tu réalises que tout ce que tu peux dire peut se revirer contre toi ou que, tu sais, des choses même que tu as dit dans l'émission, tu sais... Ouais, à ce moment-là, j'étais trop... une attention très... J'étais trop perdue. OK. Moi, ça m'a perdue. Moi, pour moi, il manquait tellement un petit pont entre... je suis complètement isolée dans une maison, j'ai accès à rien, puis tout le monde sait t'es qui... Partout. On devrait vous accompagner quand vous sortez de là. Ben, on peut avoir de l'aide psychologique que j'ai pas eu. J'aurais dû. Je sais pas. J'étais perdue dans l'espace à mon retour. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Puis, c'est comme tu veux saisir certaines opportunités. Mais ce qui a fait du bien, c'est la pandémie. Mais moi, je suis partie. Ça a fait une petite pause, hein? Une petite pause dans tout ça. Mais pas sur les réseaux sociaux et pas sur le cancel culture. Non, au contraire. Non, pas sur le contraire. c'est ça, même. Encore plus, j'ai l'impression que c'est comme limite trendy en ce moment, le cancel culture. Notre vie est... Plus on est confiné, plus notre vie se passe sur les réseaux sociaux. Puis je suis pas étonnée que le scandale des influenceurs, ça soit arrivé du Volkswagen Wing, ça soit arrivé pendant qu'on était confinés, tu sais, parce que on n'a pas de vie. Fait que les petits potins de la vie des autres... mais il y avait même un compte qui s'appelait Cancel quelque chose, vous vous souvenez, sur Instagram? Ben, de l'année passée, les gens qui partaient en voyage, les influenceurs, ils capture screenaient ça, les gens qui faisaient le party, mais on n'était pas encore vaccinés, puis on était dans la grande noirceur du confinement. Puis il y avait un compte qui s'appelait Cancel quelque chose. J'étais comme... Je regardais ça, on est rendu là. Franchement. Mais moi, l'année passée, je suis partie au Mexique travailler. Cancel! 3 semaines. Cancel! Tu sais quoi? J'étais plus en sécurité là-bas, puis ma santé mentale, c'était soit ça ou je pète aux frettes. Fait que je l'ai faite. Puis je l'ai publié sur mon compte, puis j'ai dit, ben là, c'est un aparté, on s'en fout, là, mais tu sais, je l'ai publié, puis je suis safe en ce moment, tout était respecté, je suis pas allée faire le party, je suis pas, tu sais. J'étais allée travailler, j'avais besoin. Non, parce que... Moi aussi, je connais. Non, parce que je parle de ma santé mentale de façon très ouverte. Je suis ambassadrice Ladibande aussi. J'ai pris parole, j'ai monté un show pour amasser des fonds pour soutenir la santé mentale. Tu sais, les gens, comme, je pense qu'ils sont plus doux envers ça parce que je m'ouvre beaucoup à ce sujet-là. Puis pour moi, c'est tout sauf tabou. Puis je suis en train de péter aux frettes à ce moment-là. C'est sûr, je l'ai pas dit, mais j'étais dans ma relation hyper toxique. Il fallait que je sorte de chez nous. J'étais pas bien. C'était soit ça ou genre, je sais pas. C'est ça. Il y a des choses bien pires qui auraient pu arriver qu'attraper la COVID. Puis finalement, il s'est rien passé. Là-bas, j'étais plus safe que dans mon multiporte de 250 personnes qui pèsent sur le même piton d'ascenseur. Je pense que aussi, c'est un exemple, la COVID, de comment on a différentes sensibilités, comment, on a appris à gérer ça, puis tu sais... Je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment d'être indulgent, d'être doux, puis d'apprendre à accepter l'imperfection. Je pense que c'est surtout ça. En acceptant l'imperfection chez les autres, tu l'acceptes chez toi. Moi, j'ai passé vraiment à travers ça en écrivant mon livre sur la cancel culture parce que j'ai réalisé que l'intransigeance que j'avais pour les autres, j'étais en train de la développer pour moi, puis ça, c'est pas sain. Ah, c'est un beau mot de conclusion. Ça me fait vraiment plaisir de vous laisser partir avec ça, les filles. Merci. T'as-tu d'autres projets en cours? Ben là, pas de livre. J'ai vraiment décidé de prendre un break cette année parce que j'en ai écrit 4, moi, depuis le début de la pandémie. Fait que je suis un peu à bout. J'ai toujours mes étés sont toujours... tout le monde est tu vas tourner un film en Gaspésie. Oui, c'est ça. À la plage, je tourne un film. Non, je me donne un petit break. Là. On va continuer à te suivre. Super, honnêtement. Vous filmez ça. Je suis pas complètement en break. Les sorcières. Oui. Le podcast Les sorcières, un gros plaisir que j'ai. J'aime la formule à 4 parce que c'est toujours ça qu'on fait, nous aussi. Puis, j'adore ça. Un gros merci pour ton passage. C'est tellement intéressant. Oui. Merci les filles. Merci d'avoir ouvert votre cœur là-dessus. Merci. Puis je remercie notre présentateur Clarence pour nous offrir encore une fois ce bel épisode ainsi que d'autres parce que je continue à prendre des shots de ginger le matin. Voilà. Puis on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Sidechick. Bye.